Nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, le changement climatique va avoir un impact sur beaucoup de choses. Mais quel sera l'impact sur l'humanité? Pour ce dernier épisode de la série Café Climat, j'ai décidé de laisser parler Jean-Marc Jancovici, Pablo Servigne et Jean-Michel Valentin sur le sujet. Bienvenue dans Café Climat, la série pour comprendre un aspect du changement climatique, le temps d'un café. Avant de laisser parler les experts, j'aimerais rappeler très brièvement ce que nous avons vu comme impact du changement climatique. Un premier impact sur la biodiversité terrestre et marine, impliquant une plus grande difficulté à nous nourrir. Un impact sur le cycle de l'eau, impliquant moins de réserves d'eau douce disponibles, que ce soit pour les hommes ou pour les cultures. Un impact sur le niveau de la mer et des océans, impliquant des submersions de zones actuellement peuplées. Quand tous ces paramètres sont pris en compte, voici ce qu'en disent les experts. Pour commencer, j'ai choisi un extrait de la conférence de Jean-Marc Jancovici qu'il a donnée à Genève en septembre 2020. Il explique ce qui peut nous arriver, rapport du GIEC à l'appui. L'Europe de la fin du XXe siècle ressemblait à ça. C'est-à-dire que dans l'Europe de la fin du XXe siècle, vous avez des conditions climatiques qui font que si on ne coupe pas les arbres pour y mettre autre chose à la place, des champs, des routes, des écoles ou des banques, eh bien, nous avons en Europe des grosses espèces végétales qui sont capables de pousser, c'est-à-dire des arbres. Donc ça veut dire qu'il fait suffisamment humide et suffisamment doux, ni trop froid, ni trop chaud, pour que prospèrent des grosses espèces végétales. Quand nous sommes au nord, ici, il fait trop froid et trop sec pour que vous ayez ça, et quand on est à l'est, ici, il fait trop sec pour que vous ayez des arbres. Mais sinon, partout ailleurs, vous avez des arbres. Voilà l'Europe il y a 20 000 ans. Alors l'Europe il y a 20 000 ans est très différente de l'Europe d'aujourd'hui, et on se situe dans un contexte où en fait elle est beaucoup plus froide, parce que à cause du mariage à 10 tumultueux que nous avons dans le système solaire, donc vous savez que le système solaire est un mariage à 10, c'est-à-dire le Soleil plus 9 planètes, eh bien en fait l'orbite de la Terre n'est pas constante au cours du temps, parce que nous subissons l'attraction de Jupiter et de Saturne, et l'attraction de Jupiter et de Saturne conduit l'orbite terrestre à ne pas être constante au cours du temps, elle est déformée au cours du temps. Et cette déformation de l'orbite terrestre a notamment causé les grands cycles glaciaires interglaciaires à l'échelle de la centaine de milliers d'années sur les 3 derniers millions d'années. Donc ça, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, mais c'est 100 000 ans dans un sens, 20 000 dans l'autre. Donc vous voyez que le paysage est très différent. Pour faire ce gros glaçon qui est là, et ce gros glaçon qui est là, plus le gros glaçon qui est là, plus le gros glaçon qui est posé sur le Canada, qui est totalement englacé, 3 km de glace aussi, plus le Groenland, etc., il faut de l'eau. L'eau est venue en totalité de l'océan, parce que donc il y a eu un transfert d'eau, et comme l'océan est une grande baignoire dont le fond est toujours au même endroit, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Le climat est beaucoup plus froid et beaucoup plus sec, donc vous voyez que les deux paysages sont raisonnablement différents, et à l'évidence, quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, c'est que la planète s'est réchauffée. Je connais peu de gens qui arrivent à faire fondre un glaçon en le refroidissant. Donc, la planète s'est réchauffée. De combien? Eh bien, cette transformation est due à un réchauffement planétaire qui est de l'ordre de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature que le passé nous offre, qui est de réchauffer le climat de quelques degrés en 5 à 10 000 ans. Et vous voyez le résultat. Alors avant de rentrer dans les détails, maintenant je vais vous la faire courte et bonne. Un réchauffement climatique de 4 degrés en un siècle, ça sera un tel déplacement des conditions existantes à une vitesse telle, avec des telles carences sur les besoins essentiels, et notamment l'alimentation, je vais vous en parler, que évidemment, ça va être le bazar partout. Donc on ne restera pas du tout dans un monde stable, et les Nations Unies pourront bien appeler à la paix, ça ne servira à rien. Donc c'est un monde monstrueusement chaotique qui nous attend. Voici maintenant le point de vue de Pablo Servigne. Le climat, le pic pétrolier, tout ça, c'est des mots gentils, théoriques, des chiffres de scientifiques. Mais tout ça, c'est des effets de contagion qui débouchent toujours sur 3 choses. Guerre, maladie et famine, et les 3 sont interconnectés et se nourrissent l'une et l'autre. Et il peut y avoir des causes climatiques, on n'arrivera pas à dénouer toutes les causes, mais ça termine toujours comme ça. Et pour alimenter le débat et apporter une vision un peu différente, j'ai trouvé très intéressant le point de vue de Jean-Michel Valentin. Le climat ne déclenche pas de guerre. Le climat, ce n'est pas une entité politique. Rappelons la formule de Clausewitz. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et en fait, c'est quand il y a des sociétés sous tension, qui peuvent être mises sous tension par l'évolution du climat,
que ces tensions peuvent être traduites sous forme politique, militaire et guerrière. Alors quand on a entendu tout cela, on peut se dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais je ne suis pas d'accord, et j'ai trouvé des raisons d'espérer, même dans le discours de Pablo Servigne. En fait, on est dans une pirogue, on voit le courant accélérer, ça remue, on ne peut plus ramer en arrière, c'est trop tard. Et devant, il y a les scientifiques qui disent « Oh, regardez, il y a un grand vide à 200 mètres. » Effroi, sidération. Par contre, l'équipe dit, et c'est un peu comme le GIEC, « Regardez là sur la gauche, il y a encore un petit rocher, on peut espérer s'accrocher. » Si on rame tous ensemble, maintenant, à fond et de manière coordonnée. Et tous, c'est l'humanité. De plus, Jean-Michel Valentin nous explique que, dans certains cas, les pays ont de très bonnes raisons de chercher à s'entendre. L'Inde, la Chine, le Pakistan sont tous les trois des puissances qui possèdent le nucléaire militaire. Les tensions qui sont engendrées par leurs besoins en eau, besoins qui sont croissants, par l'accélération de la fonte des glaciers du fait du changement climatique, alimentent cette course au barrage et aux tensions politiques et militaires entre ces pays. Et ces tensions, elles renforcent d'autant plus la nécessité qui est propre à chacun d'entre eux de réguler ces tensions pour ne pas entrer en escalade, parce qu'on n'entre pas en escalade entre puissances détenant l'arme nucléaire. On est dans une situation qui est l'incarnation de ce qu'Edward Luttwak appelle le paradoxe de la stratégie. Et là, les tensions alimentent la régulation des conflits. Parce que un conflit qui partirait en live, eh bien, tout simplement aurait des conséquences insoutenables pour chacun de ses protagonistes. D'où le travail de coopération sous tension que j'évoquais à l'instant. Et voici une dernière question pour terminer sur une bonne note. Alors, en 2 phrases seulement, attention, les guerres climatiques sont-elles une fatalité? Elles ne sont absolument pas une fatalité, parce que n'importe quelle guerre est le résultat d'un choix. On peut donc très bien faire le choix de ne pas mener les guerres du climat. En conclusion, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on limitera le réchauffement de l'atmosphère, et plus on limitera les risques pour l'humanité, comme les guerres et les famines. Cette vidéo clôt la série Café Climat. Si la série vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre les enjeux climatiques, partagez-la sans modération, car la connaissance est un premier pas vers l'action.